Jacques Rifflard, bonjour et merci d'avoir accepté Bonjour. l'invitation de FEDA TV. Alors, l'association Éco-Entretien, aujourd'hui, on s'aperçoit, est à un tournant de son histoire, puisqu'elle communique beaucoup, elle a beaucoup d'effets d'annonce. Concernant la relation avec les pouvoirs publics et l'état des lieux en la matière, est-ce que tu pourrais nous dire exactement où on en est? Parce que beaucoup d'acteurs se disent, mais nous, on veut bien rentrer dans la démarche, mais à condition évidemment que l'encadrement législatif nous soit favorable. Alors, c'est évident que jusqu'à présent, on était en déficit de représentativité et de communication. Donc je dirais que l'histoire de l'association commence à s'écrire maintenant, plus exactement le mois dernier, puisque l'association a été invitée aux assises de la mobilité, donc organisées par le gouvernement et sous la présidence d'Édouard Philippe. Et je dirais que c'est la première fois que nous avons été entendus en tant qu'association par le fait qu'on ait pu réussir au cours de notre première année d'existence à fédérer l'ensemble des fédérations de la profession et de l'amont à l'aval et avoir un discours qui soit un discours unitaire, un discours de filière, ce qui fait que représentant une filière, les pouvoirs publics prêtent l'oreille davantage et découvrent que cette association aujourd'hui a des objectifs vertueux en matière d'environnement. Et les premières réactions sont très positives, puisque nous avons eu des retours de la part de certains cabinets ministériels, notamment du cabinet du ministère des Transports, et probablement des audiences qui vont intervenir dans les semaines qui viennent. Alors maintenant, au-delà d'avoir l'oreille des pouvoirs publics, concrètement, dans les années à venir, on a déjà l'éco-diag qui est intégré au contrôle technique, enfin ce qui va être dans les années à venir quelque chose d'une réalité du contrôle technique. Quelles sont les échéances qui maintenant sont devant nous d'une façon très, je dirais, très officielle et très légale? Alors il y a deux échéances, une qui est certaine, qui est le 1er janvier 2019, une qui est un peu plus lointaine et qui n'est pas encore a priori figée dans le marbre, qui est le 1er janvier 2022, qui pourrait être repoussée à 2025. Là on est sur le problème de contrôle des gaz, disons, irritants, donc les NOx pour les spécialistes. Et on est confronté là, à des problèmes de mise en place disons, techniques auprès des centres auto. Et le débat n'est pas encore clos à ce niveau-là. Par contre, pour la première échéance, celle de 2019, qui porte sur l'analyse et la détection des particules nuisibles, bien entendu, là, le protocole éco-entretien est tout à fait adapté, puisque de par son déroulement, de par son application, aujourd'hui, on peut remonter jusqu'à la cause, aux origines de la création de ces particules. Et il est certain que le durcissement aujourd'hui des normes, à partir de 2019, va faire basculer complètement les habitudes des automobilistes qui jusqu'à maintenant étaient peu sanctionnés, puisqu'on était sur des contre-visites liées au contrôle des particules de moins de 1%, et qui risqueraient de passer à partir de 2019 disons entre 20 et 25% au minimum. Et donc là, on est carrément dans l'obligation pour l'automobiliste d'intervenir sous peine de ne plus avoir son véhicule homologué pour la route. Et la seule solution d'intervenir, c'est de trouver la cause de la création de ces particules, et ce n'est pas un simple nettoyage final qui va remettre les choses en ordre. Il faut qu'on traite la cause et non pas uniquement l'effet. On traitera la cause et l'effet. Alors, bon, ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, l'éco-entretien, enfin, le phénomène, la démonstration du phénomène, le traitement qui doit être... Tout ça, c'est maintenant une chose acquise. L'une des questions qui est évidemment posée par l'ensemble des acteurs, c'est les partenaires. Parce qu'on a besoin de partenaires, partenaires équipementiers, en matériel, en produits de traitement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment des partenaires qui se mobilisent aux côtés de l'éco-entretien pour effectivement donner les produits nécessaires à ce traitement vertueux, comme tu évoques?
Alors, comme tu le sais, naturellement, puisque tu es à l'origine aussi de la naissance de l'association, l'association Éco-Entretien est une association loi 1901, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de commerce. Et l'objectif premier de cette association était de sortir d'un cadre, je dirais, quasiment monopolistique, ce qui était normal dans la phase de recherche et développement des 10 dernières années, de façon à ouvrir le champ maintenant, en dehors de toute pression, à la fois au niveau des équipements de mesure et de mise en place du protocole, et au niveau également des produits. Alors en ce qui concerne les appareils de mesure, aujourd'hui, donc historiquement, il y a l'équipement Bosch qui est en première ligne et qui vient d'être rejoint par AVL maintenant, qui a aussi qui satisfait aux tests de labellisation qui sont décernés par l'UTAC. En ce qui concerne les produits proprement dit, là aussi on sort du cadre du monopole, puisque aujourd'hui il n'y avait que les produits Cure qui étaient référencés. Aujourd'hui, tous les principaux, je dirais, fabricants sérieux ont déposé des dossiers auprès de l'IFSTAR, puisque c'est l'IFSTAR qui est sous contrôle de l'ADEME. Donc là aussi, un organisme tout à fait, je dirais, irréprochable sur le plan des pressions qui pourraient être exercées par les uns et les autres. C'est un organisme quand même, disons, officiel et donc il ne peut pas être entaché de suspicion quelconque. L'association a mis en place avec l'IFSTAR un protocole de mesure pour permettre justement cette sélection des produits réellement efficaces. Les 6 fabricants aujourd'hui qui se sont engagés volontairement, en sachant que ce sont quand même des investissements pour eux considérables, vont permettre, disons, une labellisation de leurs produits. En tout cas, c'est ce que l'association souhaite, pour ouvrir le panel des intervenants dans la phase traitement qui est, je le rappelle, dans le processus, qui est le deuxième point, c'est le fameux voyant orange, qui va pouvoir être traité par ces procédures. D'accord, alors ce qu'on peut dire, ce qui ressort des propos que tu viens de tenir, c'est que le concept Éco-Entretien aujourd'hui a tous les éléments pour assurer sa crédibilité auprès de tous les organismes. Alors je dirais maintenant que tout ça est établi, qu'un certain nombre de piliers sont bien enfoncés, quels sont les objectifs prioritaires de l'association ? Alors, l'association, en fait, on peut schématiquement, pour bien comprendre le mode d'action de l'association, il faut rappeler qu'il y a en fait 2 parties. Il y a une partie gouvernance qui rassemble toutes les fédérations, les groupements, les enseignes, quelles qu'elles soient, puisqu'on va des enseignes, disons, affiliées à des groupements ou rattachées à des groupements, à des enseignes de type centre auto, par exemple. Donc on a toutes les enseignes, les pneumaticiens également, ils sont rattachés. Donc toutes les enseignes actuellement font partie de la gouvernance. Et puis après, pour passer à la phase opérationnelle, donc le déploiement sur le terrain, il était nécessaire de mettre en place une structure bien organisée, bien compartimentée, en ce sens qu'il fallait y mettre des barrières pour éviter toute dérive, disons, tendancieuse et qui aurait fait en sorte que des acteurs fabricants de produits plus ou moins efficaces s'emparent de ce marché. Donc il fallait qu'on borde tout ça d'une manière importante, ce qui a été fait, donc ce que je viens de rappeler tout à l'heure, avec la caution morale, si je puis dire, de l'UTAC, de l'IFSTAR et d'EcoCert Environnement, qui est extrêmement importante aussi, puisque dans cette phase de déploiement terrain, chaque acteur, il y a 2 niveaux d'acteurs. Le premier niveau est le prescripteur, qui généralement d'ailleurs est membre d'une enseigne, mais on accueille aussi les indépendants, on ne fait pas de ségrégation. Et pour rentrer dans cette phase de déploiement, le prescripteur devra préalablement être audité et, disons, labellisé par EcoCert Environnement. EcoCert qui est le premier organisme de certification carbone neutre mondial. Donc on n'a pas mis les petits plats dans les grands, là on est allé carrément à la source et on a voulu que ce protocole qui, je le répète souvent, est disons une révolution technologique,
ne soit pas piraté par des gens qui n'ont pas la culture et qui n'ont pas le sentiment qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui une nouvelle profession quelque part dans la réparation. On n'a pas de référence du tout. On est parti d'une feuille blanche, on est parti de 10 années de coopération, plus les 10 années antérieures que Sfertech a mis en place pour, disons, mettre au point ce protocole. Donc c'est quand même, en quelque sorte, 20 années de recherche et développement qu'il faut maintenant mettre sur le terrain. Et il ne s'agit pas d'aller brader ça. Bien sûr. Alors donc un réseau de prescripteurs certifiés, on va dire, et derrière donc un réseau aussi de réparateurs certifiés. Alors dans les obligations du prescripteur, le prescripteur doit être avant tout formé au protocole éco-entretien et être en mesure de déployer au niveau de ses clients garages ce protocole en application sur le terrain, donc vers l'automobiliste. On y va, on déroule étape par étape. On a une relation prescripteur atelier de réparation, puis une relation atelier de réparation automobiliste. Donc chacun doit remplir son rôle et l'atelier de réparation est également audité par EcoCert Environnement de façon qu'on s'assure qu'il n'y a pas un dévoiement dans le protocole. Alors l'objectif qui permettra vraiment d'asseoir le concept et de dire aux consommateurs, eh bien vous avez un problème, vous avez un véhicule en souffrance, donc allez chez le réparateur le plus près de chez vous. L'objectif en termes de couverture nationale, c'est combien de réparateurs certifiés? Alors l'objectif à terme, c'est environ 5000 réparateurs. On estime que c'est le réseau qui sera nécessaire pour faire face aux nouvelles mesures environnementales qui sont prises actuellement, aux nouvelles contraintes du contrôle technique. Et c'est environ 5000 points de service qui devront être formés. Et on pense que 5000 sur l'ensemble des réparateurs possibles, 5000 c'est possible compte tenu du niveau de qualification exigé? Alors c'est possible avec toutes les réserves que j'exposais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudra prendre en considération, il faudra que ces 5000 points de service acceptent le fait que ça n'est pas une évolution de leur métier d'aujourd'hui. C'est un nouveau métier qui vient s'additionner, c'est une niche pour eux, mais une niche qui va assurer leur transition à terme et à terme très rapproché. On n'est plus sur une transition à 20 ans ou à 30 ans. C'est une transition là dans les années, voire dans les mois qui viennent. Et il faut absolument qu'ils acceptent ce besoin de remise en cause à leur propre niveau et les formations que l'on dispense et qui ont été mises au point par le comité technique de l'association, coopération avec les organismes de formation, sont là justement pour dérouler tout ça. On est prêt aujourd'hui. C'était le premier anniversaire de l'association. On avait nos objectifs. Si tu te souviens, il y a un an, lorsque j'avais suggéré l'idée qu'on rassemble toutes les fédérations, certains m'ont dit bon, c'est un délire, mais un délire pieux. On verra bien. Bon, on y est arrivé, je crois. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont supporté dans la démarche. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a 40 millions de véhicules. Ça va générer, pour motiver tous ces réparateurs à rentrer dans le processus, ça va faire un nombre d'entrées ateliers par an qui est quand même substantiel. Je ne sais pas si tu as un ordre de grandeur pour le dire, pour les amener, parce qu'il y a quand même là du chiffre d'affaires assez considérable. Il y a deux chiffres clés. Aujourd'hui, la contre-visite liée à disons aux particules, contrôle de particules, c'est moins de 1% des visites. C'est-à-dire que ça correspond en gros à 50 000 véhicules qui chaque année sont contraints à la contre-visite. L'application des nouvelles normes qui vont intervenir au 1er janvier 2019 font passer ce pourcentage à quelque chose entre 20 et 30%. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un marché potentiel qui va passer de 40 000 en gros à 2,5 millions de véhicules. Donc on est carrément dans une autre dimension. Très bien. Bon, Jacques Riffala, merci. Merci. De l'avoir consacré ce temps et bonne chance à l'association Éco-Entretien. Merci beaucoup. Merci.